Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 14 dans l'extrême peur. On reprend quelques points, mais c'est pas folichon non plus. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up. Et le Market Order Flow en recherche d'achat modéré. Avant de passer à la suite de la vidéo, je rappelle à nos deux gagnants qui ne se sont toujours pas fait connaître, Tams2801 et Daniel SH, que vous avez été tirés au sort la semaine dernière et que vous avez donc gagné tous deux NFT de Zap Crypto. Veuillez me contacter sur mes réseaux. Il ne vous reste que quelques jours pour enfin vous faire connaître avant que je relance le tirage au sort. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Oui, vous voyez, pour le moment, le Bitcoin n'a toujours pas cassé la ligne de coup de son double top que l'on voit en vue mensuelle. Pour le moment, ça tient toujours. Néanmoins, quand même, 7 semaines de baisse consécutive. Pas de signaux pour le moment de retournement de tendance, à part effectivement ces petits volumes. On en parlait hier avec cette force acheteuse qui pour le moment nous fait toujours réintégrer le range, le rectangle que l'on voit en vue hebdomadaire. Néanmoins, ce matin quand même, entre hier soir, la clôture hebdomadaire, et ce matin, le Bitcoin a perdu 5%. Du coup, on a l'ensemble du marché qui part dans le rouge. Pas une seule crypto n'a résisté au Bitcoin, et pour le moment, effectivement, il reprend la semaine avec un début de baisse. Dans les commentaires, on m'a dit oui, on n'est pas aussi sur le Bitcoin, etc., etc. Si, alors on est aussi sur le Bitcoin parce que tout simplement si tu suis la EMA 150-250, potentiellement en fait on est sur de la hausse depuis le début. Donc on était à combien? On était à 1000 $, 1 dollar à l'époque, et maintenant on est à 30 000. Donc oui, on est haussier sur le long terme. Ensuite, en moyen terme, forcément, à un moment, on a eu un pump assez fort et on est en train de ranger depuis plus d'un an. Donc oui, ça commence à être long, mais on peut pas dire qu'on est baissier. Par contre, sur la fin sur sa fin d'année et le début d'année 2022, oui, on est en train d'installer quelque chose de plutôt baissier et qui peut prendre du temps. Et c'est une fois qu'on aura justement, on se sera affranchi, pour moi en fait, de cette EMA 150-250 ici, on pourra dire qu'on est baissier, qu'on commence à devenir vraiment baissier sur du long terme, sur du moyen long terme, d'accord? En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Nous, ce qu'on surveille, bien évidemment, c'est ce niveau ici qu'on a tracé depuis un petit moment des 28 600 $. Alors moi, ça va être mon niveau critique. Je sais pas ce que vous regardez un petit peu ailleurs, je sais pas quelle est votre idée. Moi, mon niveau critique, ce sera exactement le gap ici qu'on n'a pas fini de combler, d'accord? Donc ce gap que vous avez en rouge, il n'est pas comblé à 100%. On a ce niveau des 28 740 $, et moi j'attends de voir comment ça va se comporter ici. Les barres jaunes que j'ai mis ici, en fait, ce qui est marrant, c'est une coïncidence sans être une coïncidence, c'est lorsque le taux 10 ans avait atteint 3%. Et à chaque fois, ça a déclenché des bear markets. Donc pour le Bitcoin en 2014, en 2018. Alors, c'est sûr, c'est pas parce que ça s'est produit à chaque fois dans le passé que ça va se reproduire dans le futur. Cependant, on peut voir que, bien évidemment, à chaque fois que les taux US 10 ans ont atteint justement cette résistance ici, à chaque fois à peu près d'environ 3%, le Bitcoin, il n'aime pas ça. Donc, parce que là, si on a atteint justement le 3% et que les taux, comme j'expliquais tout à l'heure, redescendent, cela veut dire que là, on est en train de pricer l'affaiblissement vraiment de la croissance économique. Et donc, le Bitcoin reste un titre spéculatif dans le sens où c'est quand même pas mal corrélé par rapport au titre de croissance. Donc, parce que justement, si on le compare par rapport même au Nasdaq, c'est très similaire. La stabilisation a eu lieu de manière similaire par rapport au Nasdaq. Et si c'est le cas, là, ça peut être le début, effectivement, de toute manière, comme j'avais annoncé dans une de mes dernières analyses que j'ai faites dans un journal, vers 25-20 000. Donc, on est déjà allé à 25 000. Cependant, on peut aller encore beaucoup plus bas. Et bien évidemment, il faut voir après comment les choses se passent. Je ne peux pas dire que ça va aller genre à 7 000, 3 000, 5 000, tant que je ne sais pas forcément, que je n'ai pas plus d'informations au niveau de l'économie. Là, j'aimerais savoir comment les choses évoluent. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, le Bitcoin, il n'aime pas les taux 3%. C'est comme le Nasdaq, et que justement, quand on touche ce niveau-là de 3%, et qu'ensuite les taux redescendent, comme j'expliquais précédemment,
Vous voyez que ça redescend, c'est-à-dire que ça y est, on a pricé de l'inflation. Maintenant, est-ce qu'on va pricer ce qu'on appelle l'économie réelle, donc l'affaiblissement de la croissance? En réalité, on n'a pas encore les confirmations, on n'a pas les structures, on n'a rien du tout. Je vous dis juste qu'il y a suffisamment d'argent pour inonder les marchés, notamment les marchés crypto. On a partagé beaucoup de news sur BlackRock, etc., sur les institutionnels qui sont en train en fait de racheter du Bitcoin. Est-ce que oui ou non, actuellement les institutionnels achètent du Bitcoin massivement? Est-ce que des baleines achètent en longue des Bitcoins? La réponse est oui. Ils sont debout sur la table en train d'acheter du Bitcoin massivement. On le voit très très bien sur les order books. Je vais vous amener sur Bitfinex, sur Deribit. Il y a encore des clusters ici, jusqu'aux 22 300 $. Mais vous voyez, c'est pas les 20 000 $. En dessous de 20 000 $, il n'y a plus rien. Comme si, bizarrement, personne n'y croyait en dessous des 20 000 $. Donc, potentiellement, Bitcoin qui vient sur les 23 000 $, why not? Mais on reste dans le scénario, quoi. On resterait dans le scénario ultra bull. Pour moi, on partirait là-dedans, là, on ferait notre petit fractal, on vient sur les 23 000 $. Allez, why not? On y vient sur les 23 000 $. Mais derrière, ça part to the moon, quoi. Et tout l'argent qui est actuellement dans le dollar, parce qu'on sait que ça ne durera pas, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça, vous mettez du dollar qui prend 1 point et vous avez l'inflation qui prend 8 points. Ça tient pas dans l'avenir, c'est que du bon sens en réalité. Donc si on voit un truc comme ça partir, peu de personnes vont prendre le train. Et je sais qu'aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, vous dites mais il dit n'importe quoi. Mais juste psychologiquement, juste du bon sens. Est-ce que si vous voyez ça sur Bitcoin, vous rentrez dans le train? Non, parce qu'on attend des structures, parce qu'on vient de se faire éclater la tronche et qu'on shortera le Bitcoin parce qu'il faut qu'on se refasse et puis on sait que ça va baisser à 20 000 $. Donc on va shorter le Bitcoin et on va se faire éclater et on va voir un TGV potentiellement partir. Comme il en est parti et qui nous a donné ce coquin de signal ici sur le dollar. Qu'il avait fait un nouveau plus haut, il a sorti tout le monde et derrière il s'explose par terre. Comment ça fonctionne cet oscillateur-là? Parce que l'oscillateur, il est indiqué ici en orange. Le gradient, l'échelle est à gauche de l'oscillateur et à droite, pas compliqué, c'est le prix du BTC. Ce finalement indicateur se base sur la confiance donnée au prix du BTC par les holders, c'est-à-dire les investisseurs comme vous, comme moi, j'ose espérer que vous investissez en tout cas pour un paquet d'années et que vous attendez une rentabilité de fou. De cette manière-là, en fait, quand le prix est élevé, pas compliqué, les investisseurs se disent j'ai pas forcément confiance en ce prix. Pourquoi? Parce qu'on peut, étant donné qu'il est élevé, plus facilement s'approcher au contraire d'un top. Donc c'est pas le meilleur moment pour investir, mais au contraire quand le cours il baisse fortement, quand il crache en fait, on peut vraiment le dire de cette manière-là parce que le BTC il fait pas une correction légère. La plupart du temps il fait des crashs de fou. Maintenant actuellement c'est déjà un beau crash. On a été, depuis les 69 000 à 25 000, sur un plus que divisé par 2. Il faut quand même l'admettre. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et enfin, les prix deviennent de confiance. On arrive doucement proche de ce bas de borne. On est pour le moment vers la moitié de la borne, mais on arrive vraiment dans des bonnes opportunités d'achat pour notre petit BTC. Donc ça, pas plus compliqué, d'accord? La seule chose qui me gêne et qui m'a gêné finalement sur la lecture de ce graphique, c'est que dernièrement, dans les années, donc les 10 dernières années qui se sont passées, on a bel et bien finalement chaque fois trouvé les tops et les zones réelles de surachat. Je devrais plutôt dire, vu qu'on est sur le risque réserve ici, de manque de confiance, dans la zone rouge. Donc c'était propre, nickel. On a bel et bien, lors de chaque crash, retrouvé la zone de confiance dans le prix, donc des bonnes zones d'achat pour investir. Mais cette année-ci, ou plutôt les 2 années qui se sont déroulées, 2022-2021, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas atteint cette borne haute. Ça peut s'expliquer, d'accord? Ça peut s'expliquer pourquoi? Parce que en fait, la hausse qu'on a connue est ultra légère, d'accord? Le levier, c'est prendre le risque de se faire liquider. Ça peut être con d'acheter, je sais pas, imaginons le mec qui avait acheté du Bitcoin ici, avec levier à 7 000 $ qui se fait liquider à 4 000. C'est con pour lui, puisque le Bitcoin se retrouve à 60 000 l'année dernière. S'il avait acheté avec spot, il aurait fait quasiment 1 x 8, x 9, qui est très 1 x 9, quasiment 1 x 9, ce qui est très 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 intéressant. Mais par contre, si tu te fais liquider parce que tu as mis du levier et que tu rates le mouvement haussier derrière, c'est un peu con. Donc là, il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont dans ce cas-là, qui essaient de capturer le bottom avec levier parce qu'ils se disent oh là là, si je capture le Bitcoin avec un levier x10, s'il fait x2, je fais une performance monstrueuse. Oui, mais s'il chute de 10%, malheureusement, sous ton prix d'achat avec levier, admettons, tu fais le héros, tu t'essaies d'acheter le Bitcoin à 22 000 avec levier x10, parce que non, le Bitcoin, il peut pas aller sous 20 000, et qu'au final, le truc, il perd 10%, ou ça se trouve, tu as la marge pour pas te faire liquider, tu te dis, ouais, non, ma marge, elle est à 15 000, on n'ira pas à 15 000, le truc, il fait à 14 000,
Tu te fais liquider, pourtant t'avais acheté à 21 000 $. C'est con quand même. C'est sacrément con. Alors que si t'avais juste acheté spot, bon bah le truc ça se trouve derrière il pose un bottom, il remonte 2 ans après, on se retrouve là-haut, bon bah déjà t'aurais une bonne plus-value alors que là t'as perdu tout ton capital. C'est bête, c'est pour ça éviter le levier. Oui, c'est tentant de capturer avec du levier parce que bon, oui, lui il est bien gentil, mais moi j'ai que 2 000 € de capital et j'ai envie de devenir riche avec le Bitcoin et pour devenir riche, il faut mettre du levier. Bah, c'est un mauvais raisonnement. C'est le raisonnement direct et malheureusement c'est le raisonnement que beaucoup de gens ont. C'est pour ça que beaucoup de gens se font rect malheureusement sur le BTC. Le mieux c'est de l'acheter spot et de le garder. Ensuite ici, hier, donc j'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup de transactions. Je vous partage pas toutes les transactions, mais les transactions pour moi qui sont les plus pertinentes. Donc comme à chaque fois, je vous dis qu'il y a plus de 250 millions qui sortent en crypto-monnaie. Et là, hier, ça a enchaîné. Donc il y a eu 4 grosses transactions avec exactement le même nombre de bitcoins qui sont sortis de Coinbase vers un wallet inconnu. Donc c'est juste énorme, il y a plus de 1 milliard de dollars. Donc je ne sais pas encore pourquoi, qui sait, peut-être qu'on le saura jamais. Mais là, les gars, c'est du lourd. Donc peut-être que c'est une institution. Donc voilà, à surveiller. Mais c'est vrai que voir donc des bitcoins qui vont dans ce sens, donc d'une plateforme vers un wallet, eh bien c'est très positif. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont acheté et qui vont holder au-delà de leur donc crypto. Quand on voit dans l'autre sens, donc tout Unknown Wallets to Coinbase, là on se dit ok, donc là il y a des personnes qui vont remettre leur Bitcoin sur les plateformes pour pouvoir les vendre. Parce que les plateformes ne sont pas faites pour garder les crypto-monnaies. Elles sont là pour pouvoir acheter et revendre des cryptos. Il ne faut pas oublier que c'est des exchanges. Ok ? Donc moi quand je vois ça, c'est positif, du coup je vous le partage. On agrandit ça, et qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'en fait, dès que donc la même chose, l'échelle est à droite de cet oscillateur-ci, le prix est à gauche pour le petit BTC. Dès qu'en fait on se retrouve sous, premièrement, cette moyenne mobile 200, c'est intéressant à l'achat, et au plus on va se rapprocher du zéro, et au plus, ce sera intéressant, d'accord? Donc ici, pour le moment, on est bel et bien en dessous de la moyenne mobile 200, on se rapproche assez fortement, il est vrai, de ce fameux niveau de zéro. On n'est pas non plus, par rapport à tous les crashs précédents, ultra bas. Vous voyez ici, ça se voit peut-être pas bien, mais il y a une ligne légèrement grise, et dans tous les crashs, on les a atteints. D'accord? Donc ici, en 2015, on l'a atteint. En 2018-2019, on l'a atteint, on l'a touché, on va légèrement en dessous avec quelques pixels près et on rebondit. Là, c'était un double bottom, mais on ne l'a pas atteint, mais ce n'était pas un crash à proprement parler. Ça faisait déjà partie de la tendance haussière, même si ça a latéralisé un bon moment. Et actuellement, on n'a toujours pas atteint ce niveau gris. Maintenant, c'est juste une observation, d'accord? On a encore du potentiel à baisser. Ce n'est pas parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 que ça y est, on est boule. Je rappelle, la seule chose que font ces indicateurs-ci, c'est de montrer les bonnes zones d'achat, d'accord? C'est-à-dire zone, pas sell bottom, on achète à 100%. C'est une bonne zone d'achat, c'est un prix qui est intéressant, c'est un prix qui est bas, donc on achète par exemple tous les mois avec son capital qui a été divisé en 10 fois, qui a été divisé en 20 fois. Je rentre sur une année, je rentre sur 2 années, et petit à petit, j'aurai un prix qui est intéressant. On rappelle aussi, c'est intéressant surtout de rentrer petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les crashs, et je préfère le dire, les V-bottom, c'est ultra rare. De la Chine, on n'a pas eu de bons résultats du tout, qui ont alimenté, ces mauvais résultats alimentent en fait la crainte que Pékin ne puisse pas obtenir ses objectifs de croissance, qui sont d'environ 5,5% d'augmentation du PIB sur l'ensemble de cette année. Donc qu'est-ce qui s'explique? Quels sont les mauvais chiffres? On a eu les ventes de détail qui ont chuté de 11,1% au mois d'avril, donc c'est colossal. Voilà, les Chinois n'ont pas du tout fait chauffer leur carte bleue par rapport au mois de l'année dernière, donc moins 11%, 2 fois plus qu'attendu. On s'attendait à moins 5, on a du moins 11. La production industrielle a reculé de 2,9%, qui est sa plus forte baisse depuis février 2020, le début du Covid en Chine, et alors que le consensus Reuters s'attendait à ce que la production industrielle soit légèrement en hausse, raté, c'est moins 2,9. Donc vraiment des chiffres qui sont très mauvais et pire qu'attendu. Donc on a eu forcément une baisse assez marquée en Chine, et puis le chômage augmente aussi en Chine. Alors ces chiffres catastrophiques viennent d'où? Ça s'explique par l'ampleur des restrictions sanitaires que l'on a eues le mois dernier en Chine avec le reconfinement de Shanghai. Voilà, donc ça c'est classique, Si les gens sont fermés chez eux, ils vont moins consommer, ils vont moins produire aussi, donc c'est tout à fait logique, mais à ce point-là, personne ne
ne s'y attendait. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris vendredi que le déconfinement de Shanghai devrait être totalement effectué à partir du 1er juin de cette année. Je préfère préciser les années. Donc normalement, ça devrait repartir. On remarque aussi par exemple l'indice cash ici qui nous a dessiné vendredi tout de même un nouveau plus haut. Donc tout ça, c'est des éléments très importants. Donc on voit tout de même qu'il a de plus en plus de mal à aller à hausser. Donc est-ce que ici c'est juste un short squeeze ou tout simplement c'est une vraie tendance haussière? Évidemment, c'est des éléments qu'on va voir ensemble et qu'on va essayer de voir ensemble. Mais en tout cas, si on remarque ici, donc c'est pas encore tout à fait validé, mais on remarque une belle divergence tout de même sur l'indice cash. Donc je vous rappelle que cet indice ici, DXY, c'est ce qu'on appelle la position cash. Donc voilà, peut-être accalmie, peut-être peut se mettre en place. Justement, on voit par exemple le balance sheet, donc les actifs des banques centrales. On peut voir qu'on est carrément passé dans le négatif au niveau justement de la croissance. Donc on était en ralentissement de croissance et puis là on est carrément passé justement dans le négatif. Donc on était en dessous de la moyenne depuis que justement, vous voyez, les bilans des banques centrales, quand on est passé dans le négatif, c'est là aussi où il y a une grosse rotation au niveau du value versus les titres de croissance et bien évidemment que les titres de croissance ou de risque ont été pas mal maganés. Donc là, on peut voir que la pente est quand même fortement descendante et qu'en plus, on n'a même pas encore commencé au niveau de la Fed le QT, c'est-à-dire retirer les liquidités du système financier. On va commencer au mois de juin, donc là, on se rapproche, mais on n'est pas encore là. Alors, vous imaginez bien que ça ne va pas forcément être très favorable non plus par rapport à la situation actuelle des marchés, puisqu'on retire des liquidités. Donc, ce n'est pas un facteur forcément favorable. Bon, c'est pas la fête sur les marchés, alimentée par l'inflation, resserrement monétaire, le réduction aussi de la Banque centrale américaine qui va commencer. Et donc, par effet de contagion, c'est pas la fête dans les portefeuilles, notamment des plus grands gérants de fonds de la planète. Ah bah oui, les marchés, c'est les mêmes pour tout le monde. Le plus grand fonds souverain de la planète, Norvège, moins 4,9% au premier trimestre. Tu vas me dire, oh ça va, c'est pas ouf, moi je me fais déchirer largement plus. C'est quand même 60 milliards et demi d'euros. Ouais, comme quoi, toutes choses étant relatives. En 3 mois, il perd la moitié des gains qu'il a réalisés en 2021. Mais comment il fait? Ils savent pas se couvrir ou quoi? Bah oui, il doit bien aller là où ça monte. Et comme je le dis depuis maintenant quelques temps, la problématique du moment, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui monte. En fait, il n'y a rien. J'en parle très souvent dans le morning mood. Voilà. Et du coup, c'est le matin. Oui, la problématique de ce marché, c'est que tout baisse. Actions, obligations, crypto. Donc, même lui, il est en galère. En avril, il a perdu 2,8%. Il est donc depuis le début de l'année à moins 8,2%. Voyons maintenant le plus grand hedge fund technologique de la planète, Tiger Global. Entre 44% et 52% de performance négative depuis le début de l'année 2022. Et pour éviter que tout le monde se barre, il a réduit ses frais de commission en échange de l'assurance que ses clients restent investis dans ses fonds pendant quelques années, le temps de laisser passer l'orage et de remonter la pente. Voyons SoftBank. Exposé lui donc au secteur des technos à hauteur de 130 milliards de dollars et il est à 27 milliards de dollars de pertes. Donc oui, même les grands fonds se retrouvent en difficulté avec cette absence future de liquidité en plus du resserrement monétaire. Bref, réduction du bilan. Et oui, on est à 9000 milliards de dollars pour la Fed, on devrait le réduire au moins cette année déjà de 1000 milliards. C'est déjà pas mal. Donc moins de liquidité, remontée des taux, la dette américaine, autrement dit le taux à 10 ans, évolue toujours proche des 3%. Ça devrait attirer un peu de cash sur le marché obligataire. Donc c'est aussi pour ça que le marché action est un peu moins attractif en ce moment. Même si les niveaux de valorisation se sont effondrés. Et du côté du Brésil, on a la Nubank qui va proposer le trading de crypto à ses 54 millions de clients. À savoir que Nubank fait partie des plus grandes banques digitales au monde, et la particularité de cette banque est qu'ils sont très pro-crypto, car ils proposaient déjà à leurs clients de s'exposer au Bitcoin via un ETF. Et je vous rappelle qu'en juin dernier, c'était le crypto-sceptique Warren Buffett qui avait investi 500 millions de dollars dans cette banque.
Et donc aujourd'hui on a la Nubank qui va continuer d'innover dans ses services en proposant à partir de juillet 2022 le trading de Bitcoin et d'Ether à tous ses clients sans avoir à passer par des produits financiers comme un ETF. Mais ce n'est pas tout car la société a annoncé qu'elle avait alloué 1% de ses réserves à l'achat de Bitcoin. Bref, la prochaine fois que Warren Buffett critiquera les cryptos, rappelez-vous que sa société Berkshire Hathaway est investie à hauteur d'1,5 milliard de dollars sur une banque qui a du Bitcoin dans son bilan. Parlons maintenant du régulateur des banques en Afrique centrale. Donc on parle ici de la commission bancaire de l'Afrique centrale qui vient de faire une déclaration en disant écoutez, on vous rappelle que les cryptos c'est interdit, les cryptos ça reste interdit. Et pourquoi cette déclaration vient maintenant ? Parce qu'il y a quelques semaines maintenant, je vous l'avais annoncé, on a la République centrafricaine qui a annoncé que le Bitcoin était désormais une monnaie légale, une monnaie officielle du pays au même niveau que le franc CFA. Donc c'est quelque chose qui a inquiété, on va dire, pas mal de monde. Et là, en fait, on a ce régulateur qui est en train d'alerter en disant attention, c'est pas normal, voilà, ça reste interdit. Donc on va voir maintenant comment la République centrafricaine va réagir, mais ça montre toujours ce combat, on va dire, entre les régulateurs et les pays qui souhaitent aller au-delà avec les crypto-monnaies et même aller jusqu'à en faire une monnaie officielle comme l'a pu le faire le Salvador. Ça reste 2 petits pays pour l'instant qui ont fait ça. On n'a pas vu d'impact énorme sur les crypto-monnaies, sur une adoption gigantesque des crypto-monnaies dans les pays, mais ça peut être un début, donc moi je suis très attentif à ce qui se passe au niveau de ces États. Et toi, comment tu vois l'évolution de la régulation dans tout cet écosystème du coup ? Parce qu'on a beaucoup parlé de décentralisation et l'idée c'était du coup un peu cette incensurabilité, en tout cas que nos régulateurs, nos gouvernements ne puissent pas forcément, même s'ils le voulaient, mettre la main sur tous ces protocoles. Enfin, s'ils voulaient appuyer sur le bouton on-off, ils ne pourraient pas. Est-ce que c'est un mythe, une réalité ? Et comment, par exemple, Paladin pourrait être impacté par la régulation MiCA qui arrive ? Ouais, alors plus que la réglementation MiCA, tu as le TRF avec les travel rules dont on a parlé la semaine dernière, les 2 semaines, qui aurait potentiellement plus d'impact. Moi, je suis juriste de droit bancaire, enfin à base en formation, et je pensais que c'est là où j'aurais le plus d'impact, mais finalement, j'ai fini par monter un protocole. C'est compliqué la question de la réglementation, parce que fondamentalement, c'est un jeu à somme négative pour l'écosystème, parce que si on regarde ce concept d'organisation, qui sont globales, qui sont plus résilientes, même que les États-nations, en fait, on est en conflit avec le régulateur sur le long terme. Et donc, il y a un moment où ça va dégénérer. Et la question, c'est quand ? Aujourd'hui, on a ce milieu de finance décentralisée qui est totalement séparé du milieu de la finance traditionnelle, qui est géré. Je pense qu'il va y avoir une espèce de discussion entre les deux. On va avoir le milieu de la finance traditionnelle, qui conversera avec un milieu qui sera de finance décentralisée réglementée. Et après, il y aura un bac à sable à part qui sera le milieu de la finance décentralisée, entièrement décentralisée, et qui ne pourra pas communiquer avec les autres. Ça sera un vase clos. Et pourquoi tu vois ce conflit arriver ? Pourquoi je vois le conflit arriver entre les deux ? Pourquoi tu ne peux pas avoir du coup des plateformes décentralisées conformes à la réglementation en vigueur ? Tu en auras, mais parce que le concept même de l'État, de l'État-nation, c'est le contrat social. C'est j'accepte de me soumettre à des lois parce que ces lois me protègent, donc j'ai de la sécurité derrière. Mais à partir du moment où le contrat social ne tient plus la route, et c'est le cas sur beaucoup de sujets aujourd'hui, sur toute une partie, notamment la partie économique, et ben tout simplement, des organisations crypto, des DAO ou des logiciels financiers décentralisés répondront plus à ces questions-là. Et c'est la question de la souveraineté monétaire. La grande question qu'on a eue avec le Bitcoin et avec les autres crypto-monnaies, c'est on a tué la souveraineté monétaire. L'État ne contrôle plus le concept. En tout cas, comme dit souvent Richard, on a fait un gros trou dedans, quoi. Ah bah, on a fait un gros trou et puis là, ça commence à couler sérieusement. Et donc l'idée, c'est quoi ? Bah, peu à peu, les gens vont utiliser de plus en plus les crypto-monnaies en théorie. Et donc peu à peu, ce qu'on va voir, c'est que l'État va perdre sa légitimité économique. Et donc soit il va y avoir un grand schisme entre la politique et l'économie, mais ça c'est compliqué. Soit en fait à un moment, il y en a un qui va bouffer l'autre. La loi réglemente la commercialisation et l'utilisation des cryptoactifs, l'émission de valeurs numériques, la tokenisation des métaux précieux et d'autres biens, les systèmes de paiement et d'autres dispositions encore. Et voici les points importants de cette loi. Le premier point, c'est l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement, comme moyen d'expression de la liberté contractuelle et monétaire au Panama. Et cette loi elle permet d'utiliser différentes cryptos comme moyen de paiement pour acheter des biens et des services et aussi payer les taxes dans le pays. À la base, on pensait qu'il n'y aurait que quelques crypto-monnaies,
le Bitcoin, l'Ether, l'USDT, une autre crypto, je me souviens plus le nom, et notamment le GLD. Mais en fait, pas seulement. Il y a le XDC, je ne connais même pas, il y a le XRP, Algorand, Stellar XLM, IOTA, et aussi le Litecoin, LTC. Et donc en fait, c'est vraiment beaucoup de cryptos qui peuvent être utilisés comme moyen de paiement. L'utilisation de ces cryptos ne sera pas forcée. Chaque personne peut décider s'il le souhaite de l'utiliser comme épargne, comme investissement, ou si un commerçant souhaite l'accepter ou pas comme moyen de paiement. Donc il n'y a rien d'obligatoire, contrairement à ce qui se passe par exemple au Salvador, ou plus récemment ce qui a été stipulé en République centrafricaine. Donc il n'y a pas qu'une seule façon de légaliser la crypto au niveau des États. Et on pourrait rajouter le fait qu'il y ait peu de frais de transaction avec chacune de ces cryptos, mis à part ETH. Dans cette loi, il est aussi précisé qu'à l'avenir, il sera possible de retirer certaines de ces cryptos qui ont été validées comme moyen de paiement ou d'en ajouter des nouvelles. Et le critère de sélection, c'est un haut niveau d'utilité. Ils verront bien lesquelles cryptos seront les plus utilisées. Et pendant ce temps, on a Justinson qui s'est exprimé sur l'avenir des stablecoins algorithmiques. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Justinson, il s'agit du fondateur de la blockchain Tron qui a lancé il y a une semaine son stablecoin nommé USDD et qui est basé sur le même fonctionnement que l'UST, c'est-à-dire avec un mécanisme de burn automatique de token Tron pour maintenir la stabilité de l'USDD. A savoir que lors du lancement, le projet a été vivement critiqué à cause de la similarité de leur stablecoin avec celui de Terra, et comme vous le savez, quelques jours après le lancement de l'USDD, on a eu l'UST qui s'est effondré, ce qui fait désormais craindre que l'USDD pourrait un jour suivre le même destin. Mais son fondateur a déclaré qu'il croyait toujours au stablecoin algorithmique, et il a également déclaré que, en plus du système algorithmique, le stablecoin avait une réserve sous forme de Bitcoin, de Tron, mais également d'autres stablecoins comme l'USDC et l'USDT par exemple. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui l'ajout de 260 millions de dollars d'USDC pour les réserves de l'USDD. Donc en gros, ici on a un stablecoin décentralisé qui diversifie ses réserves avec des stablecoins centralisés, et seul l'avenir nous dira si cette approche permettra au projet de survivre et de s'imposer comme une alternative viable aux stablecoins centralisés qui sont actuellement largement dominants dans le marché. Sinon, comme je le disais, on commence à voir les effets qui arrivent. Le Royaume-Uni affirme qu'il s'engage à réguler les stablecoins suite à la chute du protocole Luna. Donc ouais, on le craignait et ça commence vraiment à arriver. On va voir de plus en plus de régulations qui vont être imposées en raison du chaos qu'on vient juste de voir se produire. Je suis absolument certain de tout ça. Et c'est aussi une raison pour laquelle les gens commencent à s'inquiéter en ce moment. Parce que simplement, personne ne sait vraiment ce qui va se passer avec la suite de ce bourbier. Quelles sont les conséquences au long terme qui vont s'appliquer sur les marchés des cryptos? Quel genre de régulation est-ce qu'on va tenter de nous imposer à l'avenir? Eh bien voilà quelque chose qui nous reste encore à déterminer, mais on commence déjà à avoir un début de répercussion ici, ou en tout cas on a la preuve que cette histoire a bel et bien attiré beaucoup trop d'attention. Le 1er mai, Crypto.com a donc annoncé une révision du cashback pour ses utilisateurs, ainsi que la fin des avantages pour les cartes qui avaient accès à la partie Earn. Alors, comme vous le voyez, le cashback a fortement été réduit. Mais il y a un autre point aussi qu'il faut regarder attentivement, c'est que si vous aviez un gros portefeuille, vous étiez quand même mieux traité sur la révision du cashback que ceux qui ont des petits portefeuilles. Par exemple, ceux qui avaient des petits portefeuilles, donc la Ruby Steel, la carte rouge, leur taux de cashback a été divisé par 4. De 2%, il passe à 0,5%. Par contre, si vous étiez un très gros portefeuille et donc que vous possédiez la plus grosse des cartes, vous passez de 8 à 5%, soit une division ce coup-ci par 1,6. A noter également qu'ils ont mis une limite sur le cashback, sauf pour les plus gros portefeuilles, forcément j'ai envie de dire, et on notera également au passage qu'il y a quand même une certaine incohérence à avoir limité un cashback pour la Ruby Steel à 25$, alors que la carte est limitée à 4200$ de dépenses par mois, et si on regarde le cashback à 0,5, ça fait un maximum de 21$ par mois. Il y a une guerre réelle, il y a une guerre monétaire et derrière il y a une guerre juridique. Mais là on parle que de la monétaire. Alors, première chose qu'il dit, c'est vous devez acheter des roubles. Et deuxième chose que dit la Banque centrale, c'est si vous voulez avoir des roubles, amenez-moi de l'or, je vous l'achète. Je vous l'achète à quel prix? C'est lui qui décide, la Banque centrale qui dit à 5000 roubles le gramme d'or. Donc elle décide artificiellement ceci, 5000 roubles le gramme d'or. Et c'est là que c'est marrant, parce que tu dis pourquoi 5000 et pourquoi pas 6000 pourquoi ou pourquoi 5000, pas 4000 pourquoi pas 4000, c'est elle qui décide ça. Ils ont tiré ça comme ça, là, pouf. Alors justement, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rouble est remonté en flèche pour aller se stabiliser pile au niveau, qui est à 80 roubles par dollar, pile au niveau qui correspond à la valeur de l'or qu'ils ont annoncé.
par rapport à l'or, de sorte que l'or coté à Moscou, acheté par la Banque centrale de Moscou, ou acheté sur le marché américain ou européen, ce soit la même valeur. C'est la même valeur si le rouble vaut 80, et il est remonté à 80. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à stabiliser leur monnaie, donc ils ont regagné 80% de leur perte, le rouble. Donc il a fait un espèce de chute, et il a recouvré 80% de sa perte. Sur cette situation-là, maintenant, on voit que ça veut dire que l'or est en train d'être déjà, à l'heure d'aujourd'hui, le pivot de la valeur de ce rouble qui est censé ne plus s'échanger. Puisqu'on est censé ne plus avoir le flux financier, ce qui est impossible, puisqu'on accepte de l'énergie, donc il faut bien le régler dans une monnaie. Voilà. Et donc maintenant, on essaie de faire tous des artifices pour savoir comment payer, avec des euros, des roubles, à qui on les achète. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une façon évidente qu'ils ont annoncée au monde. Si vous voulez mon énergie, vous devez la payer en roubles. Si vous n'avez pas de roubles, vendez-moi votre or. C'est roublard. C'est roublard. Vendez-moi votre or, je vous donnerai les roubles. Roublard. Et voilà le prix. Tac. Pour moi, l'épargne indolore, comment j'aime bien le voir, c'est qu'est-ce que les gens aiment faire? Les gens aiment dépenser. C'est comme ça. Donc, si on arrive à faire épargner les gens quand ils dépensent, pour moi, c'est ça l'épargne indolore. Enfin, en tout cas, c'est une méthodologie d'épargne indolore. Peut-être pour récapituler du coup ce que Bitstack fait et comment Bitstack essaie d'utiliser cette méthodologie d'épargne. Sur Bitstack, on connecte son compte en banque à l'application et du coup, sur chaque transaction bancaire qui est réalisée sur ce compte bancaire-là, Bitstack va arrondir toutes ses dépenses à l'euro supérieur, prendre ce qu'on appelle la petite monnaie, c'est un peu comme si on allait mettre les pièces jaunes dans la cagnotte, là qui sont ramenées sur Bitstack, qui sont accumulées et une fois par semaine, Bitstack va prélever le total des arrondis de la semaine pour venir épargner et convertir cette somme-là en Bitcoin. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a un contexte macro qui évolue, qui est un petit peu particulier en ce moment. Et donc, nous, on avait pour mission deux choses. La première, c'était de continuer à aider principalement les jeunes, mais finalement, on en parlera, plus ou moins tout type de milieu social, tout type de profession. Enfin, ça touche tout le monde, le sujet de l'épargne. Donc, les aider à mettre de l'argent de côté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est plutôt les objectifs de vie que les gens veulent financer, que ce soit se construire un patrimoine, préparer sa retraite, préparer l'avenir de ses enfants, préparer un projet immobilier. Donc les gens épargnent pour tout type de raisons et donc on voulait les aider à atteindre ces objectifs de la meilleure manière possible. Et donc une fois qu'on épargne, il y a une deuxième partie de l'équation, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette épargne. Et pour nous, c'était important, notamment vis-à-vis du contexte macro, de se dire aujourd'hui, on a une inflation qui est plus trop sous contrôle, qui est plusieurs raisons, mais principalement, d'après nous, la suite d'une politique monétaire qui a été mal appliquée, qui est potentiellement aussi défectueuse par défaut, par définition. Et donc, Bitcoin apporte, comme on aime bien dire, une certaine certitude dans l'incertitude, puisque la politique monétaire prédéfinie, quantité limitée fixe à 21 millions, ta part du gâteau reste tout le temps la même, comme on dit. Tu as un Bitcoin sur 21 millions, ça ne changera pas. Et ça plaît aux gens. Il y a une réelle proposition de valeur derrière pour se protéger. Donc voilà, c'est un peu ces deux mondes-là qu'on a voulu combiner. Je sais que ce qui fait le buzz, c'est la tokenisation immobilière, c'est-à-dire de représenter une partie d'un appartement, de la possession d'un appartement, avec un token qui, lui, circule et peut être échangé partout sur Internet, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est la tokenisation immobilière, mais en fait, ça fonctionne aussi avec les actions d'une entreprise. Et donc, à ce moment-là, on parle de Security Token Offering. Donc, par exemple, moi, je peux lever des fonds en tokenisant les actions de mon entreprise. Et ensuite, vous pouvez donc les échanger sur des échanges. Et en fait, on se passe de pas mal d'opérations administratives qui peuvent être lourdes et qui prennent du temps. Et ça permet aussi de diviser la valeur de beaucoup de choses, enfin de la fractionner, de sorte que plus de personnes puissent venir participer à mon projet, plutôt m'aider. Et donc ça va donner lieu à une sorte de crowdfunding derrière, ou en tout cas à un partage plus accessible que ce qu'on connaît dans le monde des actions du système financier traditionnel. Donc voilà pour ces trois définitions. Et puis on ira beaucoup plus en détail donc sur la troisième mercredi. Soyez nombreux à 11h sur LinkedIn et en diffusion simultanée sur YouTube.
Et on finit avec la dernière actualité du jour en lien avec Terra. Depuis quelques jours, on a une rumeur qui a été lancée par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui nous disait que les géants de Wall Street, BlackRock et Citadel auraient été à l'origine de la chute de Terra et qu'ils auraient emprunté 100 000 BTC à Gemini pour mener cette opération. Et aujourd'hui, on a ces 3 acteurs qui nient toute implication dans cette affaire, et la responsabilité de cette affaire semblerait plutôt reposer sur son fondateur, qui en plus d'avoir déjà créé son stablecoin qui s'est effondré, est également à l'origine de Mirror Protocol, qui permet de répliquer les performances de la bourse US, et qui serait un Ponzi d'après la SEC. Et concernant ce protocole, je précise que la SEC a convoqué Do Kwon pour répondre des accusations de Ponzi, et pour le moment il ne s'est toujours pas rendu à cette convocation, et il reste bien au chaud en Corée du Sud. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.